chez eux. Non? Je sais pas, qu'est-ce que vous en pensez? Alors, je vais vous dire, ça a été le plus grand plan social. Allez, courage. Le plus grand plan social qui a été décidé. Et je vais vous dire, c'est absolument, j'ai envie de dire un mot vulgaire, mais c'est dégueulasse. Voilà. Et je vais vous dire, ils ont fait pire. Ils ont fait pire. Et c'est le problème de ce gouvernement et son arrogance. C'est qu'ils ont fait croire à l'opinion, à la télévision, dans les déclarations, que les emplois aidés, c'était des emplois d'assistés. Je ne sais pas si tu te souviens. Ils ont dit ça marche pas, ça débouche pas sur l'emploi, on est contre l'assistanat. C'est dégueulasse. Parce que les emplois aidés, c'est des gens qui étaient au RSA et qui sont sortis du RSA pour travailler. Donc, c'est tout le contraire d'un emploi d'assistanat. Et voyez, moi, ce qui me choque, et pourquoi je me bats, sincèrement, avec vous tous, ce qui est insupportable et ce qui explique la révolte des Gilets jaunes, et ce qui explique aussi parfois une certaine violence, parce que les paroles du gouvernement, elles ont été terriblement violentes à l'égard des Français. Parce que quand vous dites à quelqu'un qui n'a rien, que ce qu'il faisait depuis 3 ans dans une école, dans une association de protection des animaux, dans une commune, finalement c'était rien, eh bien, non seulement vous le privez d'une recette, mais vous l'humiliez. Et je vais vous dire, le problème de la France, c'est pas seulement un problème d'argent. C'est un problème de coupure. Il y a une France qui va bien, qui a toujours plus. Macron leur a donné des milliards d'euros. 5 milliards à des gens qui déjà n'ont que faire de leur argent. 5 milliards à des gens qui dégoulinent d'argent. C'est bien, je ne suis pas envieux. C'est très bien qu'il y ait des riches. C'est très bien. Mais, je veux dire, est-ce qu'il fallait donner 5 milliards et puis de prendre cet argent sur les plus modestes, en plus en les culpabilisant d'être modestes. Et on ne peut comprendre la colère des Gilets jaunes que si on comprend cette humiliation permanente. C'est-à-dire, non seulement ils prennent de mauvaises mesures en termes de justice sociale et d'efficacité, parce que c'est quand même plus efficace d'avoir quelqu'un qui aide à Berlancourt que qu'il soit chez lui. Bon. Mais en plus, ils humilient ceux qui osent protester. Et moi, c'est ce qui me conduit, ce qui me révolte, franchement. J'aurais 20 ans, je peux vous dire, je crois que je serais beaucoup plus... je serais beaucoup plus gilet jaune encore. Non, mais ce que je veux dire, c'est qu'à un moment, on ne peut pas faire ça d'un pays. Et ce qui m'inquiète, et je vais vous parler franchement, ce qui m'inquiète pour l'avenir, moi, je souhaite qu'une chose, je pensais sincèrement, tu le sais, je te l'ai dit, je pensais sincèrement que le président de la République allait, parce qu'on peut toujours s'améliorer dans la vie, on peut toujours faire des conneries. Ce qu'il ne faut pas, c'est les faire 2 fois de suite. Je pensais que le président allait entendre quand même et comprendre qu'il n'était pas passé loin de la catastrophe. Et voyez, 3 mois après... Attendez, je finis. 3 mois après, j'ai pas fini. Oui, mais c'est ce que j'allais vous dire. Exactement. Et 3 mois après, je vais vous dire où je suis très inquiet. C'est que je pense qu'au fond, il n'a rien compris. Qu'au fond, il veut continuer pareil. Au fond, il croit avoir maté les gens. Mais les gens attendent les résultats. Et comme vous le dites très juste, s'il n'y a pas un vrai changement de cap, une vraie prise en compte en traitant les causes des problèmes, les causes. Parce que si vous ne traitez pas les causes, vous mettez un sparadrap. Eh bien là, je vais vous dire, au mois de mai, ça va saigner. Et ça m'inquiète. Et j'aimerais vraiment qu'on change de cap. C'est ça l'enjeu. Après, que ce soit lui ou nous, qu'importe. Ce que les Français attendent, ils n'en ont rien à faire de qui se le fera. Mais que ce soit fait. Et sur l'histoire des taxes sur l'essence à la place de l'ISF et vice-versa. Je vous ai expliqué, hier on s'est vu pour organiser la circulation dans Berlancourt, que Nicolas Dupont-Aignan, présidentiel, sur l'ISF, il avait fait une proposition. Il avait dit, bon, l'ISF, on ne peut pas le supprimer, on n'a pas les moyens financiers comme ça, de se priver de 5 milliards, et bon, on ne peut pas. Alors, on propose aux gens qui payent l'ISF 3 possibilités. La première, c'est qu'ils continuent de payer leur ISF comme avant. Première possibilité. Et ça paiera le RSA, ça paiera les routes, etc. La deuxième possibilité, ils donnent au Téléthon, ils donnent à une fondation reconnue d'utilité publique et ils sont défiscalisés à 100%. Et la troisième, ils mettent ça en capital dans leur entreprise. Parce que on est libéraux aussi, il faut qu'il y ait des entreprises en France, pour produire en France, qui investissent en France. Même si c'est la ferme d'à côté, là,
on fait grossir le capital et peut-être qu'on pourra embaucher quelqu'un parce que pour une nouvelle culture ou quelque chose comme ça. C'était ça la proposition. Et c'était la bonne proposition parce que c'était à la fois juste et quand même dynamique parce que les gens qui payent l'ISF, ils en avaient marre de le payer. Bon, mais c'était juste. Et partir à l'étranger. Il y a 125 000 Français qui sont en Belgique et 175 000 qui sont en Suisse. Beaucoup à cause de l'ISF. Donc là, on faisait une proposition qui était bien. Bon, mais Macron a choisi autre chose. Il y a une dame qui demande la parole depuis longtemps. Madame. Alors, moi, je voudrais parler au sujet des éoliennes, bien sûr. Alors, je trouve également dégueulasse qu'on détruise notre région ainsi. Et je vous appelle au secours. On sait plus comment faire. On n'est pas beaucoup à se défendre. Alors, tous ceux qui sont là... venez nous aider. J'aimerais savoir, parce que là, par exemple, même là, ils sont en train ils vont mettre des éoliennes sur un champ de bataille. Ça les gêne pas du tout. Ils vont en rajouter. Moi, j'ai au moins 10 mesures autour de chez nous. On peut plus se défendre à cause du décret du 1er décembre. J'aurais voulu savoir si vous pouvez, par hasard, quand vous passez sur les antennes nationales, si vous pouviez éventuellement parler des 150 milliards qui sont dépensés pour rien, car les éoliennes ne rapportent que 3% d'électricité. C'est des magouilles dans tous les sens. Tous les promoteurs sont des magouilleurs. Par exemple, tous les documents dans les mairies, c'est des copier-coller. Tous les documents sont tous les mêmes. Les études d'impact sont toutes les mêmes. Il y a un mot qui change. Donc, voilà. Donc, j'aurais voulu savoir si vous pouvez faire quelque chose. Parlez de nous sur sur le national. Vous prêchez à convaincu, donc pas besoin de... Sur les éoliennes, j'en ai parlé beaucoup. Pas assez, c'est vrai. Mais je vous prêchais un convaincu. Jean-Philippe Tanguy, qui est venu dans ce département à Lens, je crois. À Lemay, à 10 km d'ici, il y a un mois. C'est la plus grande escroquerie écologique qui soit. Parce que, oui, il faut de l'écologie. Moi, je ne suis pas contre l'écologie. Il faut qu'on change notre mode de fonctionnement. Mais les éoliennes, c'est une escroquerie. C'est une escroquerie écologique parce que ça fout en l'air nos paysages. Or, nous sommes la première destination touristique du monde. Donc quand on aura gâché tous les paysages de France, on fera quoi? Deuxième point, c'est une escroquerie financière parce que vous savez qu'il y a des défiscalisations. Troisièmement, c'est une escroquerie industrielle parce que c'est pas produit en France. C'est produit en Allemagne, au Danemark et pas en France. Et j'oubliais sur l'écologie, personne ne dit qu'on fera des éoliennes quand elles seront foutues. Ça sera des piquets avec le béton. Enfin, dernier point, ça ne produit en rien l'électricité dont on a besoin parce que c'est totalement inadapté au système français. J'ajoute qu'en Allemagne, je vous invite à regarder une carte qui est impressionnante, qui est sur Internet. Vous pouvez aller sur un site. Alors, comment il s'appelle? Est-ce que quelqu'un peut me dépanner? Excusez-moi, au fond, là-bas, Grégoire ou Alexandre, la carte... Est-ce que quelqu'un peut me dépanner? Le nom de la carte, c'est un site Internet. Electricity Map. Bon, c'est en anglais, dommage. Electricity Map. Je vous invite à aller sur ce site Internet. Ça vous donne la production de CO2, donc de pollution, pour résumer, de la production électrique de chaque pays d'Europe. À l'instant donné. C'est-à-dire, si vous allez sur le site tout à l'heure à 20h, vous allez voir 20h et vous allez voir la production d'électricité en Europe, combien ça produit de CO2. C'est-à-dire ce qui fait le réchauffement de la planète et tout. Eh bien, vous apercevez que le pays, l'Allemagne, qui a mis des milliers d'éoliennes partout, qui a fermé ses centrales nucléaires, elle a été obligée pour aller avec les éoliennes, bah oui, quand les éoliennes, il n'y a pas de vent, il faut une centrale thermique à charbon. Eh bien, ils produisent 6 fois plus de CO2 que nous. Et si vous allez en Pologne, 10 fois plus de CO2. Et personne ne dit que la pollution dans les grandes villes aujourd'hui, quand il y a vent d'Est, c'est pas les voitures françaises, contrairement à ce qu'on vous fait croire. On vous abreuve de trucs sur le diesel et n'importe quoi. C'est les vieilles diesels, bien sûr. Bien sûr, je suis pas pour les vieux diesels. Mais les nouveaux diesels polluent pas plus que le... Et consomment moins d'énergie. Bon, passons. Mais c'est les vents qui ramènent toute la pollution de la décision la plus stupide qui soit de Mme Merkel d'avoir coupé les centrales nucléaires. Je ne suis pas pour le nucléaire à fond.
Mais il faut bien réfléchir avant de se lancer dans les éoliennes. Le panneau solaire, oui, ça peut être utile pour l'eau chaude. Sur la grange du fond. Là, les panneaux solaires pour l'eau chaude peut être bien. La méthanisation, dans certaines limites pour nos agriculteurs, en complément, bien. Mais les éoliennes, c'est une affaire de fric. C'est une aberration. Nicolas, Et mobilisez-vous, moi je fais tout pour vous aider. Je vais aller à Noirmoutier, j'ai été à Dieppe. Parce que non seulement ils vous foutent en l'air les paysages ici, mais ils sont en train maintenant de foutre en l'air nos côtes. Et ils les mettent dans les plus belles eaux poissonneuses de France, à Dieppe, sur un haut fond. C'est abominable. Donc là-dessus, vous ne pouvez pas vous tromper. Et on fera tout ce qu'on peut. Mais c'est vrai que je devrais en parler plus en plus. Nicolas, il ruine le pays. Moi, j'ai donné 2 chiffres pour que les Français qui sont ici comprennent bien et que les maires aussi comprennent bien. Dans les petites communes, on est ruiné. La dotation globale de fonctionnement, c'est 60 € par habitant, alors que dans les grandes villes, c'est 160. Donc on crève de faim. Donc les maires peuvent avoir des inondations et les agriculteurs, qui ont beaucoup de difficultés d'accueillir des éoliennes. Je vous donne 2 chiffres. C'est les chiffres de 2016. Ils se sont aggravés depuis. En 2016, c'est les chiffres super vérifiés. Chaque Français, enfin l'ensemble des Français, sur sa facture d'électricité, a payé de la CSPE à hauteur d'1,2 milliard d'euros. Et vous n'avez pas le choix, c'est comme un impôt, sinon on vous coupe l'électricité. D'accord? Non, en 2016, c'était 1,2 milliard d'euros. Et alors ça, c'est, on va dire, le coût pour les Français. Le chiffre d'affaires, la même année, en 2016, de l'ensemble de la filière éolienne, c'était 2 milliards. Alors déjà, vous voyez le ratio, le chiffre d'affaires de 2 milliards qui est subventionné à 1,2 milliard par les Français. Et dernière chose, alors on dit qu'il y a des retombées sur les collectivités territoriales. Il y a beaucoup de maires qui sont ici. C'est vrai qu'il y en a des retombées. Il y en a, des petites retombées. Mais au global, pour le pays, en 2016, c'était 100 millions. Donc 1,2 milliard payé par les Français et 100 millions pour les collectivités territoriales. Donc à taux feu. M. Macron a dit qu'il allait tripler le parc éolien d'ici 2023. C'est une folie. Ça va peut-être pas passer à 3,6 milliards, mais ça va passer à 2,5 milliards ou 3 milliards payés par les Français tous les mois avec votre électricité. C'est complètement délirant. Si effectivement, il faut de l'argent dans nos petites communes, mais qu'ils nous versent directement, qu'ils ne nous obligent pas à mettre une éolienne au pied de notre église pour avoir 2 francs 6 sous. Et ça vaut pour les agriculteurs comme pour les... Non, mais c'est une dinguerie. Mais je vais vous dire, ça renvoie quoi tout ça? Si on réfléchit, on est tous ici ensemble, ça renvoie à la confiscation du pouvoir par des lobbies, des intérêts, et le peuple français n'est plus maître de son destin. Il y a l'affaire européenne, mais il y a aussi au niveau national, on le voit très bien, qui dirige. Et c'est terrible parce qu'on voit bien que quand on rencontre les éoliennes, on se heurte à des intérêts très puissants qui gagnent beaucoup d'argent là-dessus. On voit quand on parle aux agriculteurs qu'on se heurte à des fournisseurs de semences qui gagnent beaucoup d'argent et d'engrais. C'est-à-dire que le pays n'est plus gouverné dans le sens de l'intérêt général, du bien commun. Le bien commun, l'intérêt général, c'est ça la démocratie. Sinon, à quoi ça sert? Et par des lobbies. Et en fait, le président de la République, c'est une sorte de gestionnaire des lobbies. Alors, je donne un peu plus à l'un, un peu plus à l'autre. Mais le peuple est complètement rayé de la carte. Et c'est pour ça qu'il y a une telle désespérance. Et moi, je veux vous dire aussi qu'il ne faut pas qu'on soit non plus désespéré parce qu'il y a une marge de redressement fabuleuse. Moi, j'ai été élu maire en 95 dans une ville ruinée, complètement ruinée. Tout le monde me disait, on ne pourra pas redresser la ville, tu n'y arriveras jamais, elle est ruinée. Et c'était, on arrivait, on était, bon. C'était 30 000 habitants, c'était un peu plus grand que Berlancourt. Oui, mais enfin, bon, c'était pas non plus très grand. Bon, eh bien, en 4-5 ans, on a redressé la ville. Pourquoi? Parce que j'ai envoyé balader tous les profiteurs qui vivaient sur la bête. Et contrairement à ce que vous croyez, et d'ailleurs vous le voyez bien, mesdames et messieurs les maires, il y a toujours des moyens d'éviter les gaspillages, de redistribuer, de faire autrement. Et on vous fait croire à la télévision toute la journée qu'on ne peut rien faire, qu'on devrait subir. C'est un problème de volonté démocratique. Bien sûr qu'on ne va pas faire des miracles d'un jour, bien sûr qu'on ne peut pas tout faire, et vous le savez bien. Mais en revanche, il y a toujours quelque chose à faire. On n'a pas le droit de dire c'est foutu. Et moi, je peux vous dire qu'il y a des marges de renégociation considérables. Parce qu'ils servent des intérêts bien compris. Quelque chose de concret, tout ce qu'on a, c'est des paroles, et à la fin, on dit, vous savez quoi, taisez-vous, et puis marchez ou pas. Bonjour, je suis donc Madame Lalisson, gilet jaune depuis le 17 novembre. Je vous rassure, je ne suis pas une gueuse, je ne suis pas une illettrée et je ne suis pas une feignante. La seule chose...
Non plus. Bien au contraire, on a été là pour prêter main forte. Donc voilà, moi simplement ce que je voulais dire, c'est mon quotidien, qui depuis que je suis gilet jaune, malheureusement n'est pas que mon quotidien, mais aussi leur quotidien. Et au jour d'aujourd'hui, on arrive à un choix où on doit pouvoir payer son loyer, ou bien pouvoir manger, ou bien tout simplement pouvoir aller travailler. Vous gagnez trop pour avoir de l'allocation logement, vous gagnez trop pour avoir de la CMU, vous gagnez trop pour avoir des aides telles qu'elles soient, et pourtant on ne gagne pas trop. C'est-à-dire qu'au jour d'aujourd'hui, pour finir le mois, soit on va choisir de payer son loyer, soit on va choisir de manger, ou soit on va choisir tout simplement de se dire on va aller travailler, mais il nous faut les moyens de pouvoir aller travailler. Et ce que je voudrais ajouter, et ce qui est très important, c'est qu'on a augmenté les matières premières, qui sont quand même pour nous une survie. Quand je dis une survie, ça veut dire, ça peut être le lait, et alors, plein de choses, des choses qui nous touchent particulièrement. Mais alors le Nutella, qu'est-ce qu'il vient faire là-dedans? Pourquoi le Nutella? Moi je sais pas, je vois des gens qui sont de mon âge, on a connu une tartine de pain, de beurre avec un carré de chocolat, pour certaines personnes une tranche de Saint-Loup, je parle pour ma mère. Mais nous, au jour d'aujourd'hui, on nous dit tiens, on va augmenter le Nutella parce qu'il faut aider le Nutella. Mais je sais pas, moi je vois pas de champ Nutella autour de nous en attendant un. Ceci dit, voilà, moi la question que je vous pose, pourquoi au jour d'aujourd'hui, en 2018, on doit survivre? Pas vivre, mais survivre. Et il y a des milliers de personnes, on n'aurait jamais osé parler de notre salaire. Nos parents n'ont jamais dit, je pense monsieur, que je gagne tant et que je reste tant pour vivre. Vous trouvez normal que des parents demandent à leurs enfants de les aider ou de nos enfants de les aider? Voilà, la crise, elle est déjà ici. On est des gueux, on est des feignants, je vais traverser la route. Avez-vous du travail? Voilà. Je reviens et merci de m'avoir laissé la parole. Et je pense que c'est très important. Merci, madame. Moi, je vais vous répondre très franchement. Si on en est là, c'est qu'on a accepté, je reviens au point de départ, parce que je ne change pas d'avis là-dessus, c'est qu'on a accepté des règles de concurrence déloyales et que nos entreprises sont parties parce qu'on a perdu des millions d'emplois industriels. Et quand j'alertais il y a 20 ans avec Philippe Séguin sur les délocalisations, on nous riait au nez. On nous riait au nez à Paris. Je vois encore monsieur, comment il s'appelait le type de la Commission européenne, là, horrible. Non, celui qui a été à l'OMC. Pascal Lamy, l'espèce de socialiste de caviar, là, la gauche caviar. Je me souviens encore, je l'ai encore en visage. Monsieur Pascal Lamy, à la Commission des Affaires Européennes à l'Assemblée nationale, il y a 15 ans. Je lui parle des délocalisations. J'avais assisté à la fermeture d'une entreprise, je ne sais plus où, et je me souviens encore des ouvriers qui pleuraient. Je lui dis, monsieur, comment on peut continuer comme ça, à voir toutes nos entreprises partir? Et il me répond, mais monsieur Dupont-Aignan, vous êtes un ignare, vous ne comprenez rien. Ils vont fabriquer des t-shirts, et nous fabriquons des Airbus. J'ai dit, mais excusez-moi, non, on n'en est plus là. Ceux qui partent, ce sont des entreprises sous-traitantes d'Airbus. Et c'est pire que ça. C'est Airbus qui demande à ses sous-traitants quand est-ce qu'ils partent en Chine, quand est-ce qu'ils partent en Slovaquie, quand est-ce qu'ils partent, et qu'on les reprendra comme sous-traitants que s'ils sont partis en Chine. Vous voyez tout le système qui s'est mis en place. Ça fait 20 ans qu'on vit là-dessus. Ça n'a pas commencé hier, ça a commencé il y a 20 ans. On arrive au point, madame, où quand on a enlevé des emplois industriels, productifs, et qu'on les a remplacés uniquement par des emplois de fonctionnaires, j'ai rien contre les fonctionnaires, j'ai l'été. Mais non, parce qu'il y a des fonctionnaires utiles, heureusement, et plein. Infirmières, policiers, ils sont très utiles, enseignants. Mais un pays ne peut pas vivre qu'avec que des postes de fonctionnaires, parce que c'est de l'argent public. Il faut gagner son argent, il faut vendre des produits. On a un déficit commercial considérable de 60 milliards d'euros. Ça veut dire que chaque année, on n'équilibre pas. Pourquoi? Parce qu'on a accepté des règles du jeu scandaleuses. Et on a la Chine qui subventionne avec des crédits publics des entreprises d'État. On paye, alors je vais revenir là-dessus. Vous allez beaucoup en entendre parler pendant les européennes, parce que je veux qu'on récupère notre argent. On donne à l'Union européenne, à Bruxelles. En 2016, vous aviez les bons chiffres, monsieur. On donne 22 milliards, c'est quand même énorme, 22 milliards. Et on reçoit
accrochez-vous, 11 milliards. Pour nos agriculteurs, pour ceci. 11 milliards. Mais on donne 22. Est-ce que vous connaissez un restaurant où vous allez au restaurant, vous payez 22 € et on va vous faire manger pour 11 €? À un moment, vous ne retournez pas dans le restaurant. Bon, donc là, on donne 22 milliards, on reçoit 11. Ces 11 milliards, c'est toute la CSG pour les retraités, c'est toute la désindexation des retraites, c'est toute la suppression des emplois aidés, c'est toute la suppression de l'APL. Ça veut dire, et alors, vous allez me dire, oui, mais il faut aider l'Europe, tatati, tatata. Oui, sous Jacques Chirac, il n'y a pas si longtemps, est-ce que Jacques Chirac était anti-européen? On donnait 2 milliards. On est passé à 11. Cette année, et c'est les Républicains tiens, qui ont voté ça là, au mois de février, M. Danjean, on a donné 10 milliards de fonds de l'Union européenne pour la Turquie, le Kosovo, etc., pour la préadhésion. 10 milliards. Ça veut dire que si cet argent de l'Europe était utile, moi je veux bien. Mais on donne 11 milliards à une organisation qui va subventionner les gens qui piquent nos usines. Donc moi, il y a un moment, j'ai jamais accepté de donner de l'argent pour se faire du mal. Il faut être maso. Au début, c'était peut-être bien, après la chute du rideau de fer, de les aider en Pologne à construire des routes. C'était pas mal. Bon. Mais là, maintenant, c'est Whirlpool qui part d'Amiens et qui déménage facilement en Pologne grâce à des belles routes qui ont été fabriquées. On est là. Nos impôts. Et ça, à un moment, il faut savoir s'arrêter. Ça ne peut pas durer. Et ça, je finis juste. Ça explique, madame, que s'il y a moins de richesse dans un pays et qu'il y a plus d'habitants, il n'y a pas besoin là aussi de faire polytechnique pour comprendre que tout le monde va avoir moins. Ajoutez à ça en plus une politique très injuste. Eh bien alors si vous vous retrouvez en zone rurale, en ville moyenne, être une femme, avoir 45 ans, parce qu'à 30 ans on vous dit que c'est trop jeune pour avoir un vrai boulot, et à 45 on vous dit que vous êtes trop vieux. Et après on va vous payer les retraites comment? Donc le problème de fond, absolument de fond, qui m'obsède depuis des années, c'est la compétitivité. Il faut faire en sorte que nos entreprises soient favorisées. Et je propose des choses. Je propose qu'on baisse les charges uniquement pour les entreprises qui produisent en France. Et qu'en revanche, les entreprises qui délocalisent, on coupe. Parce que c'est quand même délirant. Et ça, on n'a pas le droit au niveau européen. L'Europe nous interdit. Comme l'Europe nous interdit de mettre l'étiquette Made in France. Moi, je veux qu'il y ait, comme sur les machines à laver, vous savez, il y a la consommation. Quand on achète une machine à laver, un frigidaire, il y a la consommation d'électricité. Eh bien, je voudrais qu'il y ait la part du produire en France sur chaque produit. Quand on va acheter un truc dans un supermarché, eh bien ça, c'est interdit par l'Union européenne. C'était une de mes propositions à la présidentielle. Il faut qu'on produise français pour que demain, on puisse offrir des salaires corrects. Pour que demain, parce qu'on ne fabrique pas l'argent, je veux dire... Moi, si je venais devant vous en disant on va fabriquer l'argent, allez, je suis Merlin l'Enchanteur, vous direz le type, il est dingo. Bon. Donc, il faut vraiment qu'on fasse cette politique du produire en France. Et il y en a un qui l'a fait, et après je me tais parce que je suis trop bavard, mais il y en a un qui l'a fait, tout le monde se fout de sa gueule, tout le monde. Il passe pour le diable, mais c'est Trump aux États-Unis. Trump aux États-Unis, il a convoqué Ford, General Motors, Toyota. Il leur a dit maintenant c'est fini l'usine au Mexique, l'usine machin. Alors la presse française a dit oh, ce fasciste, ce tyran, ce machin, etc. Bon, c'est pas ma tasse de thé, Trump, il est un peu bizarre, c'est vrai. Bon, mais je veux dire que, n'empêche, lui, il a défendu un moment. Il a dit à la Chine, ça peut pas durer. Mais il a raison sur la Chine. On peut pas accepter qu'il y ait une nation qui subventionne ses entreprises, qui nous achète tous nos brevets, et puis après on perd nos emplois. Mais les dirigeants, et je finis, dernier point, je suis bavard mais je veux aller au bout. Pourquoi? Parce que la question que vous allez vous poser, que je me suis posée souvent, c'est pourquoi nos dirigeants, ils ne sont quand même pas des horreurs, mais parce que eux, ils vivent pas ça. Le jour où vous allez délocaliser, remplacer le présentateur de télé par un Roumain, le jour où M. Christophe Barbier, avec son écharpe rouge, qui nous insulte à longueur de journée, le jour où on va le remplacer par un Roumain qui ne parle pas de charge sociale en France, peut-être qu'il aura une autre vision des délocalisations. Et regardez les acteurs de cinéma. Pourquoi le milieu de la culture est protégé de la mondialisation? Parce que le milieu de la culture est protégé, et c'est très bien. Moi, j'adore le cinéma français. Si on a un beau cinéma français, pourquoi? C'est parce qu'il y a des mesures protectionnistes. Et pourquoi les agriculteurs et les ouvriers, ils n'ont pas le droit au protectionnisme qu'on a les acteurs de cinéma?
Voilà la question. Et donc, c'est indéfendable. Et ça explique la pauvreté de masse qu'il y a aujourd'hui en France. Voilà pourquoi il faut passer par le produire en France. C'est la solution, la seule solution, si vous voulez un jour qu'on retrouve un peu de richesse et qu'on puisse la partager. Parce que si on dit on partage la richesse mais qu'il n'y en a pas, ça sera un feu de paille. Pour ton information, Nicolas, sur notre petite région, quand j'étais enfant, c'est-à-dire avant-hier, on avait la papeterie de Chantraine, qui a fermé. On avait la sucrerie de Marle, qui a fermé. On avait France Pinceau à Marle, qui a fermé. On avait, qu'est-ce qui a fermé encore? Sopiquet, qui a fermé. Et là, j'ai appris hier que l'usine de Gobelets de Marle, qui emploie 50 personnes, va fermer d'ici 1 an ou 2, c'est ça? Bon, il nous reste, vous allez me dire pourquoi. Pourquoi? Tout simplement parce que l'usine de Gobelets, ça a été dit que dans 2 ans, ça va polluer. Nous avons une usine Bayer, dont on est allé manifester dernièrement. On voit les camions passer. Et qu'est-ce qu'on voit sur les camions? Des produits chimiques. Vous savez ce que c'est que Bayer comme entreprise? C'est la seule qu'on ne va pas nous délocaliser parce que personne n'en veut en région parisienne. Hein. C'est une usine Céveso, ils ne se battent pas. Hein. Là, on est tranquille, on va la garder. Elle. Mais les autres, elles ont complètement disparu. C'est une catastrophe. Et c'est à ces habitants qui étaient dans ces usines, qui ont parfois un emploi aidé ou parfois un emploi administratif, qu'on dit « Ah ben non, il faut supprimer les emplois administratifs, ah ben il faut supprimer les emplois aidés, etc. » Bon, c'est inacceptable. Je vois une question